sommes retraités et notre moyen de locomotion est le vélo. C'est plus qu'un passe-temps, c'est un état d'esprit. J'ai toujours fait du vélo depuis que je sais en faire. Et tout ce qui est déplacement quotidien, que ce soit des courses, que ce soit aller au travail, ou dès que la voiture est absolument pas indispensable, nous le faisons à vélo ou à pied. Ce type de voyage fait suite à un marathon New York que nous avons fait en 98. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'il y a derrière le pont du Verrazzano, qui est le pont sur lequel on débute le marathon New York. Et on s'est dit, mais New York, c'est pas l'Amérique. Chiche, on pourrait traverser les États-Unis à vélo. Et ça s'est décidé sur un coin de table à la cuisine. L'année qui a suivi, nous l'avons fait. Et depuis, nous avons choisi de voyager comme ça. Alors la préparation d'un voyage, c'est d'abord un rêve. Ça prend grosso modo 1 an. Alors vous potassez pas mal de bouquins ou de guides, de cartes, et puis vous faites des tas de listes, vous posez des tas de questions, et puis au fur et à mesure, ça vient, ça s'éclaircit, et puis vous arrivez, vous passez du rêve à la réalité. Lorsque nous choisissons un voyage, nous choisissons en gros la destination, puisqu'il faut quand même à peu près savoir vers quelle direction nous allons. En principe, là, en ce moment, c'est vers l'est. Pour ce dernier voyage, par exemple, nous avons eu comme choix le massif des Pamirs qui se trouve au Tadjikistan. Le Tadjikistan est un pays lointain qui a ses frontières avec l'Afghanistan et la Chine. On a bien compris que ce voyage, si on veut passer dans ces montagnes, il faut partir très tôt dans l'année, c'est-à-dire le 1er février pour nous. Ensuite, nous avons différents chemins pour arriver jusqu'au Pamir. Ce sont des chemins que nous choisissons en fonction des pays, mais aussi en fonction des visas que nous obtenons. Les bagages qui sont sur les vélos représentent à peu près 25 kilos. Donc ça, c'est des bagages qui vont contenir les vêtements chauds, les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, et puis la tente, les sacs de couchage, et puis les matelas, et puis un peu d'ustensiles pour faire la cuisine, à peine, et puis les appareils photo. En gros, ça se résume à ça. Et puis les cartes et les guides, bon là ça va de soi. Sans téléphone portable, sans GPS, c'est trop lourd, il faut trop de batterie, enfin c'est pas utile. En voyageant de cette façon, il est clair que ça représente une notion de liberté que beaucoup nous envient. La notion du temps n'existe pas, sauf dans des pays où nous sommes obligés de nous munir d'un visa qui, lui, nous accorde un certain nombre de jours ou de semaines. Donc là, c'est nos seules limites. Nous avons voyagé en Californie du Nord et Californie du Sud. Là, nous travaillons encore. Ensuite, nous avons accompagné le Danube, puis sa source jusqu'à la mer Noire. Nous avons continué dans le même voyage à traverser la Turquie et une partie de la Syrie. L'année d'après, nous avons parcouru les routes de la soie de Colmar jusqu'à Kashgar en Chine, non, jusqu'à Turfan en Chine. Et ensuite, du Kazakhstan jusqu'au port du Tibet. Et le dernier voyage, donc celui de 2009, nous a emporté de Colmar en Kirghizie, mais surtout avec comme objectif le massif des Pamirs. Le dernier voyage a été le plus long, il a duré 7 mois. Les routes de la soie qui nous ont conduits de Colmar à Turfan en Chine a été un voyage de 6 mois. Sinon, les autres, ce sont des voyages de 3 mois, 3 mois et demi, ou moins quand on a travaillé, sauf celui où nous avons traversé les États-Unis. Ces voyages n'auraient pas été possibles, en ce qui me concerne, sans les rencontres et notamment les autochtones qui nous ont toujours, en nous accueillant comme des membres de leur famille, nous ont aidés à progresser, nous ont donné le courage de continuer, nous ont nourris et nous ont accordé le minimum.
Et c'est quand même grâce à ces rencontres et à ces rencontres indispensables. Sinon, je n'imagine pas, et d'autres le font, mais traverser un désert où on ne rencontre jamais personne, il faut vraiment savoir où se trouve l'eau dans les puits, à je ne sais combien de mètres en dessous du sol. Ces rencontres ont été merveilleuses, mais nous avons aussi beaucoup rencontré des cyclistes qui ont fait la même chose que nous, et bien pire. Et ces rencontres sont tout aussi riches que celles des autochtones. La langue n'est pas un problème. Il y a une autre relation très profonde qui se fait très rapidement avec les gens. Et pour le nécessaire, indispensable pour progresser, les gestes suffisent largement et ça se termine souvent ou ça se précède par des éclats de rire dus à nos incompétences et à nos erreurs de part et d'autre. Les peurs qui ont été les plus importantes, du moins pour moi, c'était avec les chiens en Iran. Parce que les chiens en ex-Yougoslavie, Turquie, ça va, on arrive encore à les maîtriser, mais aussitôt l'Iran, là c'est déjà autre chose, parce qu'il y en a une demi-douzaine, ils sont plutôt agressifs qu'autre chose. Donc là, il y a ça, et puis il y a... c'est tout ce que je vois. Hein. Et puis sur les pistes en Jeep au Tadjikistan, où là, il y a des précipices, la piste est mauvaise, etc. Là, oui, là j'ai eu peur aussi. J'aurais envie de rajouter à ce que dit Jean-Pierre, et dans le même ordre d'idées, qu'à partir du moment où on choisit de voyager de cette façon, personne ne nous a forcés. Nous avons choisi ce moyen de locomotion. Il est évident qu'on accepte très loin ce que la route, la météo et tout le reste nous réserve comme bonne et moins bonne surprise. Ces voyages nous ont ouvert notre champ de vision. Ça, c'est la première chose. Et par cette ouverture de ce champ de vision et nous qui avons rapetissé, grâce à ça, nous avons pu constater que la terre était très belle, mais qu'elle était belle partout, qu'elle est belle chez nous, dans notre jardin, sur le balcon, le Honeck ou les Pamirs. C'est beau partout et il faut faire attention à ça.